Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce grand direct. À la une de l'actualité, guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à faire recours au pays de la SADC pour faire face à cette incursion rwandaise. Vous suivrez dans ce journal John Banyene, coordonnateur de la société civile du Nord Kivu, qui a soutenu que la jeunesse devait intégrer l'armée pour mieux repousser les agresseurs rwandais. Et dans la ville de Kolwezi, le maire de la ville a accordé une audience aux organisations de la société civile et mouvements citoyens. Les hôtes de Véronique Oupité sont venus lui faire part des soucis du manque de respect de la liberté de manifestation, un droit garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de l'ancien directeur technique de Mikuba Télévision, Jean-Pierre Kabengele, qui a été mis en terre ce mercredi 26 octobre. Nous reviendrons sur cette triste cérémonie avec Oscar Kalombaï dans notre long format. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique à la primature. Selon le compte-rendu fait par le ministre d'État, ministre du Plan, Christophe Mwando, il a été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation du stock en carburant et la question liée à l'application du décret portant la suspension de la TVA sur certains produits de première nécessité, ainsi que la situation de la retraite des fonctionnaires de l'État. Se penchant sur cette situation des fonctionnaires de l'État, le comité de conjoncture économique a fait état de l'augmentation de la masse salariale. Suivez. Oui, sous la conduite du Premier ministre, donc, nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Nous avons finalement parlé aussi de la situation des fonctionnaires. Il a été constaté que pour le 4e trimestre, il y a une hausse de la masse salariale et donc il y a notamment eu l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paie. Il est également préparé, nous avons également préparé la Et puis, vaccination contre Covid-19, les nouvelles sont plutôt bonnes. 5 à plus de 6 millions de personnes sont déjà vaccinées, soit une hausse de 12% par rapport au mois passé. Des chiffres rassurants selon le coordonnateur de la vaccination contre Covid en RDC pour atteindre l'objectif à court terme visé de 3 millions de vaccinés d'ici novembre. Le secrétariat national, piloté par le docteur Mouyembe et la coordination nationale de vaccination contre Covid-19, vise le lancement d'une campagne simultanée dans 17 provinces du pays. Ces propos sont du docteur Alain Gachi au cours d'un point de presse hebdomadaire sur la situation de cette pandémie en République démocratique du Congo. On l'écoute. Il y a effectivement un mois qu'on a parlé de la situation de la vaccination contre la Covid dans notre pays. Les nouvelles sont bonnes. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous parlions de 5 millions de personnes qui étaient vaccinées. Et là, maintenant, nous sommes à 6 300 000 personnes qui sont vaccinées, qui ont reçu au moins la première dose. Ça représente environ 12% de la population éligible. Et de là, nous avons 4 300 000 personnes qui sont complètement vaccinées. Donc ça, c'est encore un grand bond. Donc on est déjà à 8% de la population vaccinée. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il faut dire que pour nous, ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas seulement la population totale, c'est de regarder aussi la population la plus à risque, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec les comorbidités,
les personnes âgées de 55 ans et plus, et puis les prestataires de la santé. Donc, dans ces groupes-là aussi, il y a une très bonne évolution. Donc, les prestataires de la santé, maintenant, nous sommes à 17%. C'est-à-dire ils sont au plus que la population générale qui est éligible. Les personnes âgées de 55 ans plus, nous sommes à 15% qui sont vaccinées. Et puis, les personnes vivant avec les comorbidités, on a 11% complètement vaccinées. Donc ça, c'est contre la moyenne nationale de 8% de personnes complètement vaccinées. Comme pour dire que nous avons maintenu ces pas sur l'accélérateur, donc on est toujours dans l'augmentation, ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays. Je vous l'annonçais en titre concernant les affrontements des forces armées du M23 en territoire de Rutshuru. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à faire recours au pays de la SADC pour combattre les agresseurs rwandais. Selon John Banyene, président de cette structure au Nord Kivu, les pays de la communauté de l'Est de l'Afrique ne sont pas sincères à la jeunesse donc d'intégrer l'armée pour faire face à toute agression de notre pays par les voisins. Suivez donc ici John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoa. Devant la presse ce lundi, au 5e jour des combats opposant les FARDC à l'armée rwandaise sous les labels M23 en Tamugenga et Kabindi en territoire de Rutshuru, le président de la société civile Nord Kivu, John Banyene, appelle à l'unité de tous, population et classe politique. Nous avons seulement une armée, le FARDC, et nous croyons avec le soutien de tout le monde, que ce soit la population, que ce soit la classe politique, nous devons soutenir nos FARDC pour que nous puissions avoir la victoire, parce que la victoire est de notre côté. Et nous sommes en train aussi de décrier le comportement de ces terroristes qui ont bombardé des civils, où il y a eu même des pertes en vies humaines. Il y a eu une trentaine de blessés. Nous sommes en train de condamner ces actes et là nous sommes en train de demander à la communauté internationale pourquoi ce silence n'est pas punir le Rwanda qui est en train d'agresser notre pays. Pour la société civile, l'objectif de ces attaques des alliés de ces mouvements armés est de contraindre le gouvernement congolais à dialoguer. Les M23 sont en train de faire tout pour que le gouvernement puisse le négocier en état de faiblesse. Pour dire, on savait et on avait alerté que la semaine passée, ils se sont réunis du côté Bunagana, mais du côté de l'Ouganda, où des officiels rwandais et ougandais qui appuient les terroristes du M23, ils se sont réunis en Ouganda, et c'était dans le but de vouloir encore lancer les offensives qu'ils ont lancées, et dans le but de vouloir s'emparer du chef-lieu du territoire de Rutshuru, même la route nationale numéro 2, voire même l'avancée sur Goma pour imposer au gouvernement de négocier avec ces terroristes du M23. Sur la ligne des fronts, les forces loyalistes ne cessent de riposter farouchement contre les attaques de la coalition armée rwandaise M23 qui ne jure que par couper la route Goma-Rutshuru. Et donc nous souhaitons beaucoup de courage à ces forces armées de la République démocratique du Congo. Autre chose, la RDC se prépare pour les échéances électorales d'ici 2023. La centrale électorale met donc tout en œuvre pour la tenue de ce scrutin. Mais sur le terrain, des pesanteurs se font sentir, notamment le financement et la situation sécuritaire. La guerre de l'Est peut-elle constituer un frein à la tenue de ce 4e cycle électoral? Quelques analystes politiques s'expriment ici dans ce récit de Dorsam Tem Api. À 14 mois des élections en République démocratique du Congo, la partie Est reste frappée par l'insécurité. Cette situation peut-elle être un frein à l'organisation des scrutins? Je ne pense pas que la situation de l'Est puisse empêcher les échéances électorales qui auront lieu en 2023. Les élections est un droit civique que chaque Congolais est obligé de voter. Mais s'il n'y a pas la paix, je trouve qu'il y aura même des désordres en organisant les élections. Je ne pense pas que si la guerre persistait à l'Est, et ça va empêcher les élections en 2023, non? Ça sera comme en 2018, nos amis des Bénin n'avaient pas voté. Conscient de cette situation qui prévaut dans l'Est, ces analystes prêchent la paix et tiennent à aller aux urnes en 2023. Mais ce que nous invitons, que les gouvernements et aussi nos militaires puissent s'impliquer
davantage afin que la paix puisse régner du côté Est. Parce que vous savez qu'en 2018 aussi, il y avait quand même des guerres, mais cela n'avait pas empêché d'organiser les élections. C'est que nous cherchons qu'eux aussi puissent voter comme étant des citoyens congolais. Lorsque nous parlons de démocratie, cela nous renvoie directement aux élections démocratiques et libres. Lorsque la population de l'Est ne pourra pas participer, par exemple, aux élections au cas où, les autres partis de la RDC vont voter un président qui sera le président de toute la RDC sur toute son étendue. Donc, et cela, leur choix pourra sauver le destin de ceux qui se trouvent à l'Est. C'est ça le souhait de tout le monde. Ensemble pour la République et jeunes qu'on est, on a besoin à ce que la paix puisse régner dans toute la République démocratique du Congo et on a besoin aussi à ce que les gens qui sont à l'Est puissent aussi choisir leurs candidats. On ne peut pas les priver pour la deuxième fois les élections. Dans son communiqué réponse aux accusations rwandaises, le gouvernement congolais a appelé la communauté internationale à s'impliquer dans la guerre de l'Est pour la bonne tenue des élections en 2023. Autre chose, échange ce 26 octobre entre le gouverneur de la province du Haut-Katanga et l'ambassadeur zambien en République démocratique du Congo, Jacques Kiabula Katoué et Kosita Paoulou. On parlait notamment du commerce extérieur et de la sécurité. Et à ce sujet, le gouverneur a présenté à son hôte les 15 premiers pick-up destinés à renforcer la surveillance sur l'axe Kasumbalesa-Likasi. Regardez. Jacques Kiabula Katoué et Sekota Paoulou ont abordé plusieurs sujets en rapport avec la sécurité des personnes et de leurs biens, le développement des deux pays et sur les échanges commerciaux, en particulier entre la Zambie et le Haut-Katanga. Les deux personnalités ont réaffirmé leurs engagements à protéger les populations des deux pays respectifs des part et d'autre des frontières. À cette occasion, l'autorité provinciale a présenté un premier lot de 5 pick-up neufs acquises par le gouvernement haut-katangais pour assurer la sécurité des camionneurs de la SADC, tel que l'exigent les rapports signés par les deux parties sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi. Une œuvre du gouvernement provincial saluée par l'ambassadeur zambien qui vend au Jacques Kiabula une personne de parole. Walking the talk. Ça, vraiment, vous avez travaillé au lieu de parler seulement. Et vous avez rassuré que la relation que nous avions récemment sur les véhicules de patrouille et maintenant c'est une assurance parce que je peux voir les véhicules et ça c'est un travail qui mérite des félicitations. D'ores et déjà, la sécurisation des camionneurs de la SADC est effective sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi et pour preuve, l'un des malfrats a été maîtrisé par les services de sécurité commis pour cette fin. Et puis au cours de sa mission dans le Royaume de Belgique, la gouverneure intérimaire du Lualaba a accordé une série d'audiences. Il était question de parler de l'amélioration de la desserte en énergie électrique et de l'évacuation des produits miniers. Le souci principal de l'exécutif du Lualaba est de mobiliser les partenaires nationaux et internationaux pour moderniser les voies d'écoulement des produits miniers. C'est un reportage de la cellule de communication du gouvernement provincial. Regardez. Au cours de sa mission en Belgique, la gouverneure du Lualaba a déployé une série d'activités, toujours en compagnie des membres de sa délégation. Après la séance de travail dans les installations de Vecturis, elle a accordé plusieurs audiences aux différents hommes d'affaires, investisseurs et banquiers de divers horizons. Le consultant Georges Roulez s'est entretenu avec la chef de l'exécutif provincial sur la mise sur pied au Lualaba d'une usine à caractère écologique et chargée de recycler les déchets ménagers, ce qui sera exploité dans la production de l'énergie électrique à même d'alimenter près de 8000 ménages. Nous avons fait l'échange sur une usine qui recycle les déchets ménagers. Et cette usine va fabriquer du courant au moins pour 8000 à 10 000 personnes et qui va amener de l'emploi et un peu d'écologie. Si on fait un exemple là-bas, je crois avec cet exemple, on peut le faire dans toute la RDC. Le financement des infrastructures routières et énergétiques a justifié l'audience accordée par Marie-Thérèse Masuka Saini à Olivier San, responsable de l'institution financière Deltec Partners. Et les projets qui sont pour le désengorgement des routes, notamment du secteur minier, donc c'est créer des nouvelles sorties de routes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour sortir les minerais aujourd'hui, parce que la production continue à augmenter, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays et pour la province. Donc ça c'est un des projets prioritaires de développer cette partie-là. Puis il y a quelques projets énergétiques également qui sont liés à ces projets de route.
Et puis après ça, le développement vraiment du secteur minier congolais pour les Congolais et par les Congolais. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Masuka mobilise les partenaires nationaux et internationaux pour faciliter la production et l'évacuation des produits miniers. Poursuivons ce grand direct. L'interdiction de la plupart des marches pacifiques dans la ville de Kolwezi et autres manifestations était l'objet d'une rencontre ce jeudi 27 octobre entre le maire de la ville de Kolwezi et les organisations de la société civile et mouvements citoyens. Ces organisations reprochent au maire de Kolwezi le non-respect du droit constitutionnel garantissant la liberté de manifestation. Les détails avec Sarah Katebe dans ce reportage. Le mouvement citoyen lutte pour les changements et quelques organisations de la société civile du Lualaba ont été reçues en audience ce jeudi 27 octobre 2022 par Madame Véronique Oupité Kamina, maire de Kolwezi, ayant constaté avec regret que la plupart des manifestations organisées sur la voie publique sont soit interdites, soit étouffées par l'autorité de la ville, en violation de l'article 26 de la Constitution qui garantit la liberté des manifestations. Ces organisations sont venues déposer auprès de Madame le maire une note de plaidoyer lui demandant le respect des droits fondamentaux. Léonard Nzama, militant de la lucha. Nous sommes venus voir Madame le maire pour changer sur le respect des normes démocratiques dans la province du Lualaba, spécialement à l'article 26 de la Constitution, qui donne le droit aux citoyens congolais de manifester. La plupart des gens disent que la mairie refuse l'autorisation de marche pacifique. Nous avions essayé de changer et elle nous a relevé beaucoup de défis pour élucider. Ça fait que lorsque la population n'est pas éduquée sur le respect des normes démocratiques, nous-mêmes, à chaque instant que nous organisons la marche pacifique, il y a encore d'autres groupes qui organisent. Ça, c'est le premier élément. De deux, lorsqu'on organise la marche, on incite le service de sécurité, mais également inciter les autorités. Il y a aussi des marches spontanées sans avertir les autorités. C'est ainsi qu'ils ont pris qu'à chaque fois, ils prennent des mesures de faire quoi? D'interdire. Parce qu'il est dit, gérer, c'est prévenir. Après l'interview, ces organisations ont été satisfaites de cet entretien et surtout des raisons de l'interdiction récurrente des marches pacifiques annoncées par l'autorité urbaine. Nous sommes satisfaits parce que quand même l'autorité a accepté de nous recevoir dans son bureau et aussi elle a demandé, parce qu'elle ne pouvait pas prendre d'abord de décision, elle a considéré tous les membres qui constituent le Conseil de sécurité d'être là et pour prendre des mesures idoines et voir comment pallier d'un coup à cette situation. Mais quand même, nous la félicitons pour avoir développé l'écoute de bienveillance et de nous recevoir. C'était de bons échanges que nous avions échangés et vraiment c'est une très bonne chose et la démarche continue. Ces organisations projettent d'autres démarches pour faire respecter la loi. Et puis en prévision du lancement de la campagne de plaidoyer pour combattre la mortalité maternelle et infantile, une délégation du ministre national de la Santé séjourne à Kolwezi. Elle a été reçue ce jeudi par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La délégation était également accompagnée du directeur provincial intérimaire de la Santé, le docteur Francis Cambol. Suivez. La mortalité maternelle et infantile est un fléau qui inquiète au plus haut niveau les autorités du pays. Pour combattre cette tendance qui s'observe dans différents coins du pays, chaque province doit accroître ses ressources dans le secteur de la santé. C'est ainsi qu'une délégation du ministère national de la Santé et la société civile séjourne dans la province du Lualaba pour faire un plaidoyer relatif aux autorités provinciales. C'est le directeur national s'occupant de la santé, de la famille et enfants, Dr Epumba Epondo Jean-Bertin, qui en a fait part au vice-président de l'organe délibérant, l'honorable Mwimbi Mwanza Pierrot. On est venu pour une campagne de plaidoyer pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est-à-dire pour réduire, il faut que chaque province arrive à accroître ses ressources allouées au secteur de santé
au moins à hauteur de 15%, conformément aux engagements que le pays avait souscrit à Abuja en 2001. Emmanuel Diasivi Ndoman, membre de la société civile, travaillant en synergie avec le ministère de la Santé, renchérit en ces termes. Et vous savez, ici, votre province, nous avons dit, c'est l'une des provinces qui a le taux de mortalité maternelle et infantile de malnutrition le plus élevé. Et face à cela, nous souhaiterions que les provinces s'engagent parce que la plupart de toutes nos provinces sont en train de fonctionner aujourd'hui, du moins le secteur de la santé, avec des appuis extérieurs. Satisfait des échanges avec le numéro 2 de l'organe délibérant, cette délégation a quitté le siège de la première institution en province avec une bonne impression. Et puis, à chaque naissance d'un enfant en République démocratique du Congo, les parents du nouveau-né sont appelés à faire enregistrer le nourrisson à l'état civil dans les 90 jours qui suivent sa naissance. Cet enregistrement s'est fait gratuitement dans le délai légal. Après les 90 jours, les concernés doivent remplir plusieurs conditions exigées par la loi congolaise. Malheureusement, le constat est que certains parents ignorent les avantages que présente cet enregistrement des enfants à l'état civil. Franck Maoula, bourgmestre de la commune de Manika, évoque ici l'importance de cet acte à la caméra de notre reporter Olivier Kavound et de John Sindié. L'obtention de l'acte d'état civil est gratuit. Lorsque la personne est hors délai, il est obligé de saisir le tribunal de paix, lequel tribunal de paix fait un jugement et signifie le jugement au devant de l'officier de l'état civil. Dans un délai de 1 mois, nous attendons de recevoir un certificat de non-appel pour pouvoir établir l'acte de naissance. L'acte de naissance ne peut pas être remplacé parce que l'acte de naissance c'est un document d'état civil et on le délivre selon les normes et les règles. Donc aujourd'hui, les conséquences, il y en a beaucoup parce qu'aujourd'hui, pour se prévaloir d'être appartenant à une telle ou une autre famille, donc il faudrait avoir la preuve de l'acte de naissance. Aujourd'hui, on peut vous renier la nationalité congolaise, mais si vous avez été enregistré selon le délai de la loi, et je pense que vous serez à même de produire l'acte de naissance qui renseigne votre état. Les avantages, il y en a beaucoup. C'est d'abord la reconnaissance de l'enfant dans sa cellule de base, qui est la famille. C'est aussi la reconnaissance de cet enfant appartenant à l'État congolais, donc on le reconnaît comme étant de nationalité congolaise. Il y a par exemple, aujourd'hui nous avons observé dans certaines écoles, pour inscrire l'enfant maternel ou primaire, il y a exigence de produire l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est un document d'état civil, mais il vous aide beaucoup plus dans les démarches administratives avec tout ce qui est lié à la personne. Mais aujourd'hui, l'acte de naissance peut faire foi en cas de succession pour qu'on puisse reconnaître que vous êtes aussi héritier de telle ou telle autre succession. Donc c'est important de toujours avoir son acte de naissance parce que pour tout ce qui est démarche administrative, sous d'autres cieux, vous devez pouvoir les produire. On a des enfants qui veulent se faire inscrire à l'étranger parce que l'administration étrangère exige pour tout acte d'état civil de produire son acte de naissance. C'est la loi spéciale sur la protection des enfants. Et puis le village Lungendagar, une localité située à plus de 200 km à l'ouest de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, fait face à plusieurs difficultés d'ordre social. C'est notamment le manque d'intrants agricoles et de la sémence pouvant aider les habitants à bien exercer leur activité champêtre. Michael Mutuila, de passage dans cette localité, a rencontré le chef de terre Mawaya qui a lancé un SOS aux autorités provinciales pour pallier ces difficultés. Suivez. Masomo sasa hivi mnaiona tunakuya kuna tumalata na zamani tulikuya mateso paka ya manyashi ma déclaration. L'école c'est telle que vous la voyez, c'est à peine qu'il a eu de tôle. Avant il était en paille. J'ai plaidé plusieurs fois pour cette situation. Hôpital ni centre de santé ya hapa petu Palongen. Et pour ce qui est de l'hôpital, nous n'avons qu'un seul petit centre de santé pour toute cette population de ce village et celle de villages environnants. Pas de maternité, ni la pédiatrie et pas d'eau potable. Deuxièmement, nous souffrons beaucoup à cause du manque d'un marché. Qu'on construise aussi un marché comme on le fait dans d'autres villages. Hakuna namna sababu tuko naomba ako ya kutuyengea kwa toa soko. Sababu beko na bayengea benzetu kwa mafashi fulani. Cha pili tuko natafutako manamna ya kuishi. Tuko nakosa madawa.
ya kulima nayo mamihindi. Ile mabintu hatuna nayo. Page Noire à présent, décédé le mardi 18 octobre, c'est ce mercredi 26 qu'a été inhumé l'ancien directeur technique et consultant de Mikuba Radio Télévision, Jean-Pierre Kabengele. La cérémonie d'hommage à ce grand homme a eu lieu à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi, où plusieurs personnalités ont rendu des témoignages vantant les qualités et capacités de ce génie d'heureuse mémoire. Retour sur cette cérémonie funèbre dans ce long format avec Oscar Kalamba et Emmanuel Katende. Larmes aux yeux, tristesse au visage, bref, une mélancolie généralisée était l'image forte de ce mercredi 26 octobre à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi. Comme des cœurs des gens qui battent à l'unisson, ces pleurs expriment le chagrin de perdre ce grand technicien, Jean-Pierre Kabengele. L'homme qui a su impacter positivement les médias congolais avec son savoir-faire en tant que directeur technique ou consultant dans les chaînes de radio-télé. Un hommage mérité lui a été rendu d'abord par le vice-président de l'UNPC, Katonga, qui a vanté le défunt de sa manière. Pour toi, cher Yves Jean-Pierre Kabengele, ton passage sur la terre n'a pas été sans résultat. Tu étais un homme pacifique, un consultant, un formateur, un homme de rigueur dans le travail, un homme qui reconnaissait le travail des uns et des autres, un homme de terrain, un motivateur. Tour à tour, les directeurs généraux de différents médias ont pris la parole pour saluer la mémoire de celui qu'ils appellent, pour certains, la richesse technique, un génie, un ami des jeunes et pour d'autres, un homme bourré d'humilité ainsi que de sagesse. C'est en l'occurrence le directeur général de Mikuba Radio Télé, Gaël Rofom, celui de HK6 Télévision, de la RTNC Katonga, des promoteurs de Live Radio Télé et de la Radio Télé Mwangaza. Il trouve un jeune et il me dit qu'il croit en la jeunesse. C'était difficile de voir un homme, comme on le dit dehors, comme on l'a dit ici, avec toutes les connaissances possibles des médias, se soumettre à un jeune. Le papa qu'on avait, c'était Papa Kabengele, qui nous conseillait, qui nous rappelait qu'il fallait qu'on s'aime. Il était toujours à l'écoute de tous. Pour Rose Chakwiza, il y a lieu d'apporter encore le soutien à la famille du défunt, comme l'ont fait certains pour l'organisation des obsèques de ce digne fils du pays. L'assistance de nous autres serait vraiment la bienvenue. Et que, ici je disais, nous saluons les efforts des uns et des autres. Et le gros de la contribution de Mikuba nous a aidés à organiser ces obsèques. Au nom de la famille, le mot de la veuve a été lu par l'un des descendants qui a à juste valeur exprimé la gratitude envers les uns et les autres pour le sens d'humanisme exprimé. Ces petits mots, nous voulons vous présenter notre gratitude à l'accompagnement pendant les moments de maladie de notre époux Jean-Pierre Kabengele. Nous voulons également remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ces funérailles. Cher Jean-Pierre Kabengele, tu étais pour nous un bon mari, un bon ami pour sa femme et pour tous. La famille Zili te remercie sincèrement pour tout ce que tu es et tu as fait pour nous. On ne sait quoi dire. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Après cette étape est venu le moment d'exhortation par l'un des bergers du ministère Génération Joël. Ensuite, le dépôt des gerbes des fleurs par différentes personnalités, dont la conseillère du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que la forte délégation de Mikuba Radio Télévision, conduite par son administrateur délégué, aux côtés du directeur des informations. La sépulture à la nécropole Rivière des Anges Kassangiri était la dernière étape où famille biologique et professionnelle,
Amis et connaissances se sont séparés de feu Jean-Pierre Kabengele qui est né le 14 juillet 1952 et mort le 18 octobre 2022 à Lubumbashi de suite d'une maladie. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, gloire à son nom et paix à l'âme de Papa Kabengele. Et que l'âme de ce grand homme repose désormais en paix. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Au revoir.